Bonjour à toutes et bonjour à tous pour cette 10e chronique hebdomadaire Melchior Chassagne et compagnie pour les entrepreneurs qui est donc en live ce vendredi 22 mai et qui sera disponible sur YouTube et sur les réseaux sociaux dès ce week-end. Un programme chargé aujourd'hui, mais un programme passionnant. Et donc, je vous décris l'ordre de passage et les sujets de nos chroniqueurs. Et nous allons commencer avec Joe qui va nous parler des leviers auxquels on n'a pas forcément pensé pour améliorer sa trésorerie. Et c'est pas forcément aller voir sa banque, ça on vous a bien entendu dit qu'il fallait le faire et si vous ne l'avez pas fait, il faut aller la voir. Mais Joe a d'autres leviers pour vous. Puis Tristan nous fera une comparaison entre le modèle économique des produits et des services, notamment dans le secteur de l'IT. Je prendrai le relais pour vous parler de négociations raisonnées. Nous accueillerons un invité, Grégoire, pour nous parler d'influence sur LinkedIn. Et puis nous passerons à Clotilde, qui nous parlera de la solitude de l'entrepreneur. Et enfin, nous finirons par Jean-Christophe, qui nous fera un dernier point sur le Covid et cette situation particulière qui n'a pas que des effets négatifs, puisqu'elle nous a permis de vous retrouver chaque semaine en live sur ces chroniques. Vous êtes de plus en plus nombreux à les regarder sur les réseaux sociaux. Et merci pour tous vos commentaires. Si vous souhaitez que quelqu'un participe en live, il faut le mettre en relation avec nous. Il y aura bientôt un formulaire pour cela. En attendant, je vous propose de commencer sans attendre et de noter vos questions au fur et à mesure dans le chat. Joe, si tu es prêt, nous pouvons te passer le floor. Très bien, bonjour à tous. Aujourd'hui, je voudrais vous parler du pilotage stratégique de la trésorerie. Nous avions eu déjà un petit workshop atelier sur comment on construit un plan de trésorerie avec plus ou moins de détails, les grands blocs qui peuvent aider les dirigeants à prendre des décisions. Et l'objet en fait de mon propos du jour, je vais partager mon écran, c'est de voir une fois qu'on a un plan de trésorerie établi, qu'est-ce qu'on en fait, comment on peut l'utiliser et quels sont les leviers qu'on peut actionner pour mobiliser la trésorerie. Donc on est bien d'accord, on est sur la gestion stratégique et pas uniquement financière. Alors c'est quoi la différence? En fait, la direction financière va pouvoir comprendre qu'est-ce qui génère de la trésorerie, qu'est-ce qui consomme de la trésorerie et construire éventuellement des modèles et des prévisionnels pour donner de la visibilité, qui sont une espèce d'aide à la décision. Et puis la direction générale va, en fonction de la connaissance à la fois de la trésorerie le plus réel possible, le plus proche en fait du temps réel, et les prévisionnels, autant qu'on puisse avoir des niveaux de détail et anticiper les tensions que ça peut créer sur la trésorerie future, prendre des décisions et faire des arbitrages. Alors, bien sûr, une entreprise est faite pour être rentable. La rentabilité est importante. Il faut se préoccuper d'avoir une bonne stratégie pour que l'entreprise reste rentable, pour qu'elle soit pérenne. Mais la survie à court terme d'une entreprise, même quand qu'elle a une rentabilité à la fois dégradée ou éventuellement une rentabilité qui est bonne en fin d'année parce qu'on va finir par avoir de bons résultats et générer des profits, si on n'a pas la trésorerie, le risque immédiat est plutôt sur la trésorerie. Il ne faut pas se retrouver en cessation de paiement. Et quand on se retrouve en difficulté et cessation de paiement, non seulement il y a le risque, on va dire vital pour l'entreprise elle-même, mais ça va dévier une énorme partie de l'énergie de la direction générale et opérationnelle vers de la paperasse, vers des procédures administratives, vers tout un tas d'efforts à faire qu'on aurait pu éviter en anticipant, ne pas être en difficulté de trésorerie pour passer ce cap. Alors, pour bien utiliser en fait le prévisionnel de trésorerie, il faut savoir identifier les besoins de cash. En gros, c'est quels sont les montants en jeu. Bien sûr, les gros montants, en fait, les gros blocs, pas besoin de voir les petits cailloux. Éventuellement le timing, c'est-à-dire prévoir à quel moment
en fonction du développement ou du ralentissement d'une activité, ce besoin en cash va se matérialiser, se concrétiser. Et n'oubliez pas, les phénomènes de ralentissement ou accélération de l'activité, c'est eux qui vont créer de la tension sur la trésor par rapport à un régime de croisière. C'est comme si dans une voiture, vous faites la différence entre la vitesse ou les accélérations et les coups de frein. En fait, c'est les accélérations ou les décélérations qui vont créer les tensions sur la trésorerie. Et de façon trompeuse, quand on a une activité en ralentissement, ça peut générer parfois de la trésor, donc attention, ça peut donner une mauvaise indication. Et en période de croissance, c'est toujours une bonne nouvelle, on peut être limité, voire même aggraver les problèmes, parce qu'on aura besoin de trésorerie qui ne sera pas disponible à ce moment-là. Et identifier au niveau de la direction stratégique quelles sont les différentes actions possibles, déterminer les ordres de grandeur de l'impact de chacune des actions, encore une fois pour ne pas perdre du temps à négocier des contrats de téléphonie mobile qui vont faire économiser quelques centaines d'euros, alors qu'il y a éventuellement d'autres blocs qui pourraient mobiliser beaucoup plus, en fait des montants plus significatifs, et pour chacun des leviers, chacune des actions possibles, éventuellement étudier la faisabilité. Alors, par où commencer? Il y a quelques règles à respecter en matière de trésorerie. Je simplifie volontairement. En gros, on a essayé d'éviter de séquestrer l'argent qui ne nous appartient pas. C'est le cas des salaires, ils sont dus. C'est le cas aussi de la part salariale des charges sociales. Il y a une partie qu'on peut éventuellement différer qui est due par l'entreprise à l'État. L'autre, on a encaissé pour le compte de tiers. C'est la même chose pour la TVA, même s'il y a des personnes qui vont vous dire que c'est peut-être négociable. En tout cas, si on commence par un principe dont on ne veut pas avoir d'embêtement et fonctionner d'une façon sereine pour focaliser sur le développement de l'entreprise, c'est une des règles qui pourrait vous simplifier la vie, si c'était possible. Et je dis pour tout le reste, on peut faire preuve d'imagination, être super créatif et surtout oser. Donc, il faut aller demander à chaque fois, aller chercher, est-ce qu'il est possible de faire autrement pour dégager de la trésorerie pour l'entreprise. Et la façon de le faire, bien sûr, nous connaissant, vous pouvez imaginer qu'on est dans le dialogue, avoir des conversations avec tous les partenaires, que ce soit des fournisseurs, des clients, des partenaires stratégiques, éventuellement l'administration, bien sûr les banquiers ou d'autres organismes. Et tout ça, c'est dans le dialogue avant de passer par les procédures. Pourquoi? Parce que ça donne beaucoup plus de richesse et élargit le champ du possible. Alors, quel levier pour mobiliser la trésorerie? Deux grandes classes. Ceux qui vont optimiser le BFR, c'est-à-dire par rapport au fonctionnement habituel de l'entreprise, vont permettre de générer plus de trésorerie par un double jeu de différer les paiements et d'avancer les encaissements. Et le deuxième, c'est des rentrées de cash frais, c'est-à-dire dans le périmètre, quel que soit le niveau d'activité de l'entreprise, on va pouvoir rentrer du cash pour qu'il soit disponible et éventuellement absorber les fluctuations. Bien sûr, je n'oublie pas qu'on peut augmenter la rentabilité. Il y a plein de leviers. On pose régulièrement la question, ah oui, mais on peut réduire la voilure, éventuellement faire des licenciements, renégocier des prix à l'achat, etc. Évidemment, tout ce qui augmente la rentabilité, c'est la rentabilité. Ce n'est pas que des leviers de trésorerie. Donc, bien sûr, ils sont nécessaires, indispensables. On va les mettre de côté pour le sujet d'aujourd'hui, donc ce n'est pas le but. Mais je dirais aussi, faites attention, parce que parfois, des actions ou des décisions qui pourraient augmenter la profitabilité, comme par exemple des licenciements, ça peut générer une rentabilité à moyen terme, mais à court terme, ça peut être plus consommateur de trésorerie. Donc, faites bien la différence. Donc, je mets de côté tout ce qui est rentabilité pour focaliser sur la trésorerie elle-même. Il n'y a peut-être rien de nouveau pour vous, mais juste un petit résumé. Donc, il y a toutes les mesures d'urgence qui sont liées au Covid, qui ont été mises en place déjà par le gouvernement et probablement mobilisées déjà par la plupart d'entre vous. Le chômage partiel, les reports fiscaux, les reports de loyer, éventuellement dans la rentrée de cash frais, le PGE, le pré-rebond, il y en a sûrement d'autres. Tout ça, je pense que ça a été largement traité et j'imagine que pour la plupart d'entre vous, vous les avez déjà activés. Donc ça, c'est à court terme. En revanche, une fois qu'on a éventuellement le PGE ou un peu de cash en réserve, d'ici 12 mois avant de décider si vous remboursez le PGE avec de la trésorerie disponible ou s'il faut faire autrement, il faut mettre en principe, il faut utiliser les principes de base, pour mobiliser du cash avec un effet probablement à moyen terme
qui va se faire en fonction du temps que vous avez, de l'activité et des différents paramètres, et comment votre écosystème va réagir dans la nouvelle donne ou les nouvelles donnes en fonction des reprises diverses de l'activité. Donc, avancer les encaissements, bon, simple, je pense qu'il n'y a pas besoin de détailler tout ça, mais les acomptes clients, allez les demander. Parfois, on pense que oui, c'est pas possible, comment ils vont réagir, mais il y a toujours des marges à prendre là-dedans. Le financement des précommandes. Donc là encore, on va vous commander et vous allez demander de payer un plus grand pour le montant à l'avance. Et puis, tout ce qui est à facturage, factor, ça fait rentrer du cash par rapport à l'activité. On est toujours lié à l'activité elle-même. Et différer les décaissements, tout ça, c'est dans la voie de négociation. J'imagine que c'est clair pour tout le monde, les délais fournisseurs, renégocier des délais des charges, mais on est en train de différer des paiements ou d'avancer des encaissements. Il y a d'autres points, en fait, notamment qui sont importants pour rentrer des gros montants de trésorerie à l'avance. Joe, il te reste 1 minute. C'est bon. Donc, les avances de trésorerie par rapport aux clients, on peut demander des avances de trésorerie avec des montants significatifs si on prévoit avec le client pas de payer un acompte sur le business qui a été effectué et facturé, mais éventuellement un prévisionnel sur un partenariat plus long terme, 12 mois, 18 mois, 24 mois, et sur un volume qui va être croissant, proposer de lisser les paiements pour avoir éventuellement des paiements mensuels ou trimestriels qui permettraient d'apporter beaucoup plus de trésorerie que le business fait. Avantage ou différence avec les dettes, c'est que ce n'est pas un montant dû avec un échéancier, quelle que soit l'activité, c'est un montant qui va être remboursé par du business futur, donc aligné à l'activité future. On peut faire la même chose par des apports de trésorerie contre une certaine garantie. Alors les garanties, à vous de voir, je ne parle pas de garantie personnelle, mais c'est quelque chose qui va leur permettre de faire du business, voire de reprendre une partie du business si jamais vous n'arrivez pas à livrer. Mais ça peut apporter de gros montants de trésorerie qui ne sont pas liés aux factures émises par rapport à l'activité faite aujourd'hui. Il y a aussi des apports en nature, c'est-à-dire la trésorerie va vous servir à acheter des choses et cette même chose peut être rendue disponible par des partenaires autour de l'entreprise. Le portage du stock est encore une variante de tout ça, c'est-à-dire vous demandez à votre fournisseur de lui-même porter le stock et de le rendre comme un coût variable qui va mobiliser de la trésorerie pour vous. Un gros bloc, pardon, je dirais la cession de quelques actifs, le mobilier et l'équipement. Donc, il est toujours possible de trouver entre le parc automobile, en fait, bon, beaucoup de choses dont on n'a pas besoin, des machines, bon, je passe les détails, du stock non stratégique. On a prévu des stocks pour une certaine activité qui a peut-être changé et qui peut se faire peut-être différemment. L'immobilier, une grande option ici à refinancer éventuellement les locaux par un emprunt nouveau ou la création d'une nouvelle SCI, ou si vous avez une SCI, la refinancer en la cédant et la gardant, ou éventuellement la céder carrément à un tiers, parce que vous pensez que demain l'activité sera différente et pourquoi pas louer au lieu de payer votre crédit, mais ce sera plus variable et plus souple avec une rentrée de cash beaucoup plus importante immédiate. La cession de participation pour les entreprises qui détiennent des parts dans d'autres. Et je finis rapidement par les financements, je dirais, plus long terme. Bien sûr, préparez-vous à renégocier des dettes, que ce soit à la fin du PGE ou même avant. Un appel en compte courant d'associés, bon, il y a toujours des moyens ou des leviers à actionner qui peuvent rentrer du cash sans nécessairement ouvrir le capital. Les obligations convertibles, bon, c'est un peu intermédiaire entre les deux. Et bien sûr, si vous n'avez aucun autre moyen, pensez à une augmentation de capital qui peut se faire avant la fin de l'année, avant que vous soyez en grosse difficulté. Je termine par ça. Est-ce que vous avez des questions? Alors, Joe, moi j'en ai une pour toi. Dans les leviers finalement auxquels on ne pense pas, les participations, réfléchir à sa détention immobilière, etc. Ce que tu recommandes, est-ce que ce ne serait pas de faire un inventaire un peu large et d'ouvrir les phases de réflexion sur des éléments du bilan et un petit peu plus inhabituels en fait, qu'on regarde moins souvent? Alors, tout à fait d'accord.
tu fais bien de mentionner le bilan parce que je ne l'ai pas précisé, mais c'était l'exercice, vous voyez, après le prévisionnel de trésorerie qui va vous indiquer quel va être le besoin ou quelles sont les tensions, à quel moment et dans quel ordre de grandeur. On peut regarder les éléments du bilan, mais attention, parfois, vous avez des actifs amortis au bilan. Donc, le bilan ne vous donnera pas nécessairement la valeur ou le montant que vous pouvez mobiliser. Et c'est ça, l'exercice de regarder quels sont les leviers, qu'est-ce qui est réalisable en matière de faisabilité et quel est l'ordre de grandeur. Si je bradais mon stock à un tiers du prix ou un quart, ça peut être vital pour l'entreprise. Un stock qui n'est pas stratégique, vous pouvez le garder chez vous et pas avec un liquidateur probablement à 10% et pas à 25%. À 25, peut-être que ça peut générer des pertes, mais la trésor va être plus vitale. Tout ça, c'est vraiment stratégique et c'est ce que j'appelle les arbitrages à faire. Très bien. Une question-remarque de Jean-Georges qui, comme Clotilde, sont des grands spécialistes de la gestion En spécialiste du de la cash. trésorerie, Il dit avancer les encaissements en cas d'abonnement SaaS, mettre en place des prélèvements automatiques. On peut peut-être élargir cette notion de prélèvement automatique à d'autres typologies de business. Et c'est une question à réfléchir par rapport au BFR, pour toutes les entreprises peut-être. bien sûr, enfin, on peut être d'accord avec ça. En gros, ça va diminuer l'incertitude des retards de paiement. Alors, les retards de paiement, il faut déjà les voir, les repérer. Donc, c'est déjà en soi du travail. Il faut après aller relancer et réclamer les paiements, encore doublement consommateur de temps, d'énergie. Donc, tout ce qui peut réduire l'incertitude sur les retards de paiement, c'est bien sûr à mettre en place. Super. Merci Joe. Nous allons passer à Tristan et nous allons changer légèrement l'ordre de passage suivant puisque c'est Grégoire qui sera en troisième. Il a doublé dans le virage en accélérant subtilement et il passe de la quatrième à la troisième place. Mais à la deuxième place tout de suite, nous passons la parole à Tristan. Alors, pas de micro, Tristan. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je voudrais vous parler et comparer deux modèles économiques très présents qui sont d'un côté celui des prestations de services et d'autre part celui de la commercialisation d'un produit ou d'un service. Voilà. Dans tous les projets, on peut affecter, assimiler l'activité principale, soit la commercialisation d'un produit ou d'une solution, que l'on caractérise généralement parce que ça nécessitait un long investissement pour être commercialisable et donc être très différenciant des autres produits ou solutions disponibles sur le marché, ou par la prestation de service caractérisée par du temps passé. Ces deux modèles qui sont très représentés. Moi, parmi les 44 projets que j'accompagne, il y en a 18 qui sont du service et 26 qui sont du produit. Donc, vous voyez que c'est des modèles très courants. Et donc, je vais essayer de comparer les avantages et les inconvénients de ces deux types d'activités. Alors, d'abord, le cas des produits ou des solutions. Les avantages d'un produit, c'est que la marge peut être très élevée. Ça peut être 90%, ça peut être 99% lorsque le coût marginal est nul. Ce n'est pas toujours le cas, parfois c'est seulement 30%, mais ça peut monter très haut. Ensuite, la croissance peut être rapide, car on n'a pas forcément de main-d'œuvre pour commercialiser. Le recrutement, c'est toujours long, et donc ça peut être un atout important pour développer rapidement une activité. Ensuite, il peut y avoir une récurrence extrêmement élevée. C'est le cas des software as a service qui peuvent générer des revenus pendant des mois, voire des années. Par contre, l'inconvénient, c'est qu'il y a de lourds investissements pendant plusieurs années pour créer le produit ou la solution. C'est un modèle qui a l'avantage d'être très bien valorisé par les investisseurs ou en cas de cession avec des multiples très importants. À titre d'exemple, les éditeurs logiciels, c'est souvent 2 à 3 fois le chiffre d'affaires. Et aujourd'hui, les business en SaaS peuvent être très, très valorisés, jusqu'à 4 à 6 fois l'ARR. Dans le cas des prestations de services,
C'est plus cadré, vu que les prix de journée tournent souvent autour de quelques centaines d'euros par jour, des niveaux de marge entre 30 et 60%. Tout le monde perçoit le coût d'une journée. La croissance nécessite beaucoup d'activités RH, recruter, motiver, fidéliser. Le taux de récurrence est souvent faible, parfois nul, mais parfois élevé aussi. Il y a des prestations extrêmement récurrentes. L'avantage, c'est qu'il y a très peu d'investissement. Il suffit de faire un bon recrutement pour avoir la bonne expertise, une légère formation initiale ou continue, et tout le reste se fait en temps vendu au client. C'est un modèle qui est mal valorisé. C'est plutôt 0,5 à 1,5 fois le chiffre d'affaires en fonction de la rentabilité et de la croissance. La question qui se pose, c'est qui s'en sort le mieux en termes de croissance et de rentabilité. Et ce qui a suscité cette présentation, c'est que je me suis aperçu parmi les entrepreneurs que j'accompagne que dans mon modeste échantillon et selon mon expérience, les sociétés de services s'en sortent plutôt mieux, avec des croissances souvent fortes malgré les difficultés de recrutement. Dans mon échantillon, elles font entre 20% et 100% de croissance par an, et elles dégagent une bonne rentabilité, souvent 10% net, et pas d'investissement ou peu d'investissement, et donc pas trop de problèmes de financement. Produits ou services, elles se développent aussi bien, mais compte tenu des investissements, eh bien, elles sont souvent lourdement endettées et souvent cash flow négatif, parce que en permanence, il faut investir dans le produit et dans le service. Et pour même celles qui marchent bien, tout est réinvesti dans le produit, et donc finalement, elles ne dégagent pas de rentabilité. Un autre critère d'évaluation, c'est le risque. Quand on lance un produit et un service, on ne sait jamais si ça va marcher. Souvent, la réponse à la question, elle vient très très tard. On lance un produit, on galère, on le développe, on investit, on fait du marketing, parfois on pivote, et on ne sait que des années après si on va rencontrer le marché ou pas. Par ailleurs, la charge de financement des investissements est élevée, et donc ça nécessite souvent de consommer, d'avoir beaucoup de fonds propres au démarrage, ou alors de faire appel à des investisseurs, ce que vous savez, nous ne recommandons pas, ou d'avoir un lourd endettement qui fait que si les marchés, le product market fit n'est pas au rendez-vous, on va être en grave difficulté pour rembourser la dette que l'on a souscrite. Par contre, les risques pour un modèle de prestation de service sont beaucoup plus faibles. Si jamais on ne se développe pas comme on l'aurait souhaité, il suffit d'ajuster les effectifs en fonction des revenus, tout en restant relativement rentable, sauf bien entendu en cas de chute drastique de l'activité. Et encore une fois, pas de gros investissements à financer. Et donc, un modèle économique particulièrement adapté à l'autofinancement que vous savez, nous recommandons chaudement. Cas particulier des solutions SaaS, une solution SaaS, c'est toujours perçu comme délicat par un prospect. C'est engageant. Est-ce que ça va correspondre aux besoins ou pas? Au départ, on n'est pas sûr. Bref, on se sent obligé de faire une étude comparative de toutes les solutions avant de se jeter à l'eau et d'adopter une solution SaaS. Ce qui fait que les temps de cycle sont longs, les temps de transformation sont faibles, et souvent, les éditeurs de solutions SaaS ont des prix d'entrée qui sont très bas pour justement faciliter l'acquisition. Et donc, c'est un modèle économique qui est caractérisé par une faible croissance. Il faut des années pour rentabiliser les développements initiaux, contrebalancé par une forte récurrence. Il n'y a pas trop de churn. Donc, c'est un modèle solide, mais lent et coûteux. J'en profite pour insister sur un point qui me semble important, c'est
le panier moyen ou l'ARPA, l'Average Revenue Per Account. Il y a un article de blog dont vous verrez les références là, qui est très connu et très intéressant. Comment faire pour développer un gros business? Selon la taille de l'ARPU, selon que vous vendez des mouches ou des éléphants, il faudra un petit nombre d'éléphants ou un très très grand nombre de mouches. Dans le cas du service, avec un prix moyen de journée de 500 €, pour peu qu'on vende un nombre non négligeable de jours, tout de suite, le panier moyen d'une vente est élevé et se chiffre en dizaines, parfois en centaines de milliers d'euros. Et donc, avec des volumes de vente de quelques dizaines, quelques centaines, on a tout de suite un chiffre d'affaires significatif. Par contre, si on vend des souris ou des mouches, c'est une toute autre histoire. Il faut en vendre des milliers ou des dizaines de milliers. Il y a des coûts d'acquisition, des coûts marketing, des coûts pour construire une marque. Et donc, ça s'avère long, aléatoire, difficile, complexe, coûteux. Et donc, moi, mon constat et ma recommandation, c'est de privilégier plutôt des ARPA élevés à des ARPA faibles. Je voulais revenir aussi sur le mythe de la longue traîne. On dit dans la nouvelle économie, il y a beaucoup plus de CA potentiel dans la longue traîne que chez les gros clients. C'est vrai si on fait de l'e-commerce et si on s'appelle Amazon. Mais dans la plupart des business, avoir un très grand nombre de petits clients, c'est beaucoup plus compliqué que d'avoir un petit nombre de gros clients. Et donc, moi, ma recommandation, c'est vraiment de se focaliser sur des gros clients ou des gros revenus ou des gros ARPA. Bon nombre de mes clients ont tenté de se focaliser sur la longue traîne et ça a systématiquement échoué. Même le SEO, qui est a priori gratuit et qui permet de faciliter l'acquisition de la longue traîne, ça s'avère de plus en plus compliqué. Il faut mettre du brand content, il faut réactualiser, il faut avoir un ou plusieurs salariés ou développeurs focalisés en permanence sur le SEO et ça commence à devenir très coûteux. Quelques exemples vécus chez des clients. Une entrepreneur qui se lance dans une solution de génération d'applications mobiles, 2 ans d'investissement, très complexe, développer, maintenir, qui ne satisfait pas vraiment les utilisateurs parce que trop schématique, revenu en SaaS très faible. Elle pivote, elle devient une agence de développement de services et là, elle explose en vendant un grand nombre de prestations, rien à voir avec sa tentative de produit. Un autre exemple récemment, un entrepreneur que je vois qui envisage de développer un plugin, il a un investissement initial de 200K avec 2 développeurs et il aura une solution SaaS qui lui permettra de commercialiser son outil 500 € par mois. Il envisage en année 2 de faire 2 à 300K € de chiffre d'affaires. Je le convainc de se lancer en prestation de service et là, ça marche super bien. En année 3, une équipe de près de 20 personnes, 2 millions d'euros de CA, très rentable, rien à voir avec le meilleur scénario s'il s'était lancé dans un produit. Et des exemples de ce type-là, j'en ai énormément à partager avec vous. Voilà, quelques recommandations pour terminer. Pour ceux qui font des produits ou des services, bon, alors déjà, il y a une règle générique. Il te reste 1 minute, Tristan. Je sais. Des recommandations génériques. Ne faites pas tout seul. Appuyez-vous sur partenaires, sur des distributeurs, sur un écosystème pour démultiplier vos possibilités d'adresser le marché. Maintenant, je recommande aussi d'accompagner la vente de vos produits ou solutions d'un maximum de services. Ça peut être des audits, des études de besoins, des démonstrateurs, de l'intégration, de la formation, du support, parce que ça améliore vos chances de signer, ça diminue le risque
perçu, ça augmente la proximité du client, ça permet de faire du cross-selling et de l'upselling, ça génère des revenus additionnels et ça bonifie très largement le modèle économique. Deuxième recommandation, faites du co-développement avec vos clients ou vos partenaires. Proposez-leur de financer des améliorations du produit ou de la solution. Tout le monde est content, le client dispose de la solution qu'il veut, vous avez financé une amélioration de votre produit ou de vos solutions. Et enfin, ne réinvestissez pas tous vos bénéfices dans les produits. Rentabilisez les investissements que vous avez déjà faits. Le réflexe, c'est de dire, mon produit n'est pas suffisamment abouti, il faut que j'investisse dedans, que je l'améliore et tout sera vert derrière. Ce n'est pas le cas. Et donc, fixez-vous une rentabilité minimum pour avoir un minimum de résultats, valoriser votre entreprise, faire face à des aléas. Dans le cas du service, capitaliser un maximum, développer des outils de productivité pour faire de la prestation de service outillée, de telle manière à vous différencier et avoir un avantage compétitif. Et pourquoi pas, en phase 2, si vous avez identifié des besoins récurrents, pourquoi pas lancer un produit dérivé sur la base de les besoins prouvés. Une petite synthèse personnelle, les activités de service sont plus simples à lancer, à financer, sont moins risquées, permettent néanmoins de très bonnes croissances. Et même si les ratios de capitalisation sont plus faibles, eh bien, il y a moins de risques et on peut capitaliser tout aussi sûrement qu'avec une activité de produits et de services. Et on peut bien entendu mixer les deux, même si on a en tête une solution, démarrer par du service et ultérieurement basculer sur une solution si on a trouvé un marché. Voilà rapidement ce que je souhaitais partager avec vous. Merci Tristan. Il y a une remarque de Clotilde sur le phasage. Et qu'est-ce que tu recommanderais comme phasage pour passer donc du service vers du produit? Est-ce qu'il faut atteindre une certaine taille critique? Est-ce qu'il faut attendre de voir se ralentir la croissance de la partie service? Est-ce qu'il faut attendre d'avoir un matelas de cash? Quels seraient tes critères? Alors, moi, mes critères sont des critères de temporalité. Quand on lance un business, il faut plusieurs années avant de comprendre vraiment les enjeux d'un secteur d'activité. Moi, je constate qu'il faut souvent 3 ans pour avoir fait le tour de l'écosystème, avoir commencé à générer un chiffre d'affaires suffisant, avoir quelques revenus et avoir une équipe significative permettant d'aller plus loin. Et donc, ma recommandation, ce que je vois souvent, c'est plusieurs années de découverte de l'écosystème pour bien comprendre les besoins, développer son chiffre d'affaires, avoir une vraie équipe avec toutes les fonctions assurées et ensuite et seulement en connaissant bien un secteur d'activité, bien les besoins des clients, les avoir bien cadrés, seulement à ce moment-là, basculer sur un éventuel produit. Très bien, merci Tristan. Donc les slides de Tristan sont maintenant disponibles dans le chat et vous les retrouverez aussi sur les réseaux sociaux dans les différentes déclinaisons. Nous allons passer à Grégoire maintenant. Et peut-être que Jean-Christophe, tu veux dire 2 mots pour présenter Grégoire, ou veux-tu que je le fasse? Ton micro. Donc Grégoire a monté une agence qui fait du développement sur les médias sociaux, enfin du growth hacking, donc en utilisant énormément les médias sociaux. Il a pas mal de cordes à son arc et il nous a proposé de nous faire une présentation sur un des sujets qui est le sujet de comment on utilise LinkedIn pour se développer. Alors, j'ajoute que Grégoire a même monté une formation sur 5 heures qu'il a vendue en quelques heures à 90 €. C'est ça Grégoire? Ouais, c'est ça, 100 € hors taxe, maintenant 200, on en a vendu un peu plus de 400. Donc là, on est à 45 000 € de CA en 5 jours. Donc, semble qu'il y ait une demande. Voilà. Donc, Grégoire, donne-nous faim.
Bonjour à tous, du coup, je m'appelle Grand Bateau, comme présenté. Euh, donc, je suis CEO cofondateur de Germinal. En fait, on fait des missions commando sur de l'acquisition client en ligne. On s'est lancé il y a 2 ans. Là, on a à peu près un tiers du CAC 40 en clients, pas mal de gros scale-up du Next 40 et pas mal de PME, TPE aussi. Voilà, je vous dis, on est 30. On a fait la première année, on a fait 1,2 million. La deuxième année, on fait 2,5 millions. Et là, on lance un produit qu'on a commencé à vendre depuis hier, qui est une base de connaissances pour les équipes d'acquisition client, où en gros, ils ont accès à de la formation mise à jour chaque semaine. On leur fait des études de cas sur sur toutes les nouveautés en acquisition, les changements sur les régies, etc. Et on leur fait un chat où on répond à toutes leurs questions techniques en 1 heure. Et en gros, on vend ça en mode abonnement et on vend ça majoritairement à nos clients. Et du coup, c'est marrant parce qu'on fait une transition du coup vers du produit, mais on s'est développé d'abord avec du service. Ça nous a Oui, permis d'atteindre. c'est exactement ce que je me disais. L'exemple de Grégoire que je ne connaissais pas est le parfait exemple qui confirme ce que j'ai présenté juste avant. Et pour donner un ordre d'idée, on a lancé de la formation en ligne qui scale parfaitement, mais du coup à laquelle on rajoute, c'est vraiment la première brique, parce que nous, la base de connaissances, ça va être aussi de la documentation, etc., du chat et pas juste formation en ligne. Du coup, on a lancé l'activité début avril avec le Covid et on a fait plus de 100 000 euros de vente hors taxe depuis le 1er avril grâce à notre marque. Voilà, bref. On fait comme on peut. Et avant, j'ai loupé 3 boîtes parce que je suis pas très très fort en fait. Mais bon, à force de faire des trucs, ça finit par marcher. Du coup, moi, je vais vous présenter ce que j'ai fait sur LinkedIn. Alors, j'ai pas trop de slides. Je vais surtout vous partager mon écran parce que j'ai 15 minutes et comme ça, j'aime bien le format. J'aime bien ce format-là. En fait, je ne fais pas de slides, mais c'est voulu. Avant, j'en faisais. En fait, je me suis rendu compte que les gens m'écoutaient moins bien. Pour vous donner un ordre d'idée, moi, LinkedIn, j'ai commencé il y a 3 ans. Mes premiers posts, je faisais entre 3 et 7 likes sur mes posts. Donc, vraiment, grosse communauté avec mes 400 contacts. Et aujourd'hui, j'ai 16 000 contacts et surtout, je fais entre 150 000 et 300 000 de portées de publication par semaine. Et je considère qu'aujourd'hui, ça nous amène à peu près 60% de notre chiffre d'affaires. Et ça nous génère à peu près entre 40 et 50 leads qualifiés pour des prestations à 12K par mois. Donc, ça marche plutôt pas mal. Je vais vous expliquer un petit peu en plusieurs étapes. Je vais vous expliquer un petit peu très rapidement l'algorithme LinkedIn, ce qui est important ou ce qui n'est pas important. En deuxième partie, je vais vous donner les types de posts qui marchent. Et en troisième partie, je vais vous expliquer un petit peu toutes les automatisations qu'il y a derrière. Le but, c'est juste de vous inspirer, de vous donner des idées. Si vous voulez, on a une vidéo YouTube Germinal sur Germinal qui dure 1 heure, qui est un peu plus détaillée. Et si jamais vous voulez, il y a la formation, mais l'enjeu là, c'était pas de vendre la formation, c'était juste de vous éclairer, de vous rendre compte que vous pouvez faire des trucs cool. Première chose, l'algorithme sur LinkedIn. On pourrait y passer des heures, mais je vais juste vous la faire courte. Ce qui se passe sur les réseaux sociaux, c'est qu'en fait, il y a un effet de boucle, de viralité, on appelle ça. En fait, ce que fait LinkedIn, c'est que quand vous faites un post, il montre à 200 ou 300 de vos contacts. Il affiche ça dans leur fil d'actualité. Et en fonction de plein de critères, dont le critère principal est le taux d'engagement, c'est-à-dire le nombre de gens qui vont liker, qui vont commenter, qui vont interagir avec votre post, il choisit de montrer à beaucoup plus de gens, à un peu plus de gens ou à moins de gens. Ce qui fait qu'en fait, s'il montre à 300 personnes, qu'il y a 50 personnes qui interagissent, il va montrer à 800 personnes. S'il y a 200 personnes qui interagissent, il va montrer à 15 000 personnes, etc. Il va montrer à de plus en plus de gens. Ce qui fait que vous pouvez avoir des posts qui vont jusqu'à mon meilleur post à 2,2 millions de portées de publication et j'avais eu un peu plus de 35 000 likes. Et ça avait généré du business, plein de choses intéressantes. Bref, je vous ai déjà dit tout à l'heure que ça générait des choses intéressantes. Le problème, c'est qu'est-ce qui est important pour cet algorithme? Comment est-ce qu'il détermine que vous avez un taux d'engagement qui est bon et du coup qui fait que ça enclenche la boucle de viralité? En fait, il faut comprendre que la chose la plus importante pour LinkedIn, c'est que les gens commentent votre post. C'est-à-dire LinkedIn, le reste, pour lui, ça a beaucoup d'importance. Du coup, c'est d'inciter les gens à commenter. Et c'est extrêmement difficile d'inciter les gens à commenter parce que généralement, les gens, ils posent un petit like, ou ils regardent s'il y a un post, ils regardent, ils cliquent sur le lien, ils regardent l'image et ils partent. Et en fait, il faut arriver à les faire commenter, il faut arriver à les faire réagir. Donc ça, c'est hyper compliqué, mais il faut comprendre que c'est hyper important. Si les gens partagent votre post, ça n'a qu'un impact très, très, très limité. Donc, par exemple, dire aux gens partagez mon post pour le rendre viral, ça ne marche pas. Une mécanique qui fonctionne sur Facebook. Les likes, ça marche, mais pas tant que ça. Et si les gens cliquent sur votre post, ça ne sert à rien. Donc, c'est-à-dire si vous mettez un lien qui est cliqué 1500 fois, LinkedIn ne montrera pas votre post. Donc, ça, c'est en gros le résumé très rapide de ce qui se passe sur LinkedIn. Pareil, LinkedIn n'aime pas les pages entreprises. C'est très difficile de faire un post viral sur les pages entreprises. Du coup, il faut poster depuis votre compte personnel. C'est vraiment vous, en tant que dirigeant, qui devez faire des posts. Donc, en gros, pour résumer, il faut faire des posts depuis votre compte personnel, donc pas depuis votre page. Il faut inciter les gens à commenter ou à liker. S'ils partagent, etc., ça ne sert à rien. Et faire des articles LinkedIn. Vous savez, il y a des articles LinkedIn, ce n'est pas une bonne pratique. Donc, voilà, ça, c'est la base. Maintenant,
c'est quoi les différents types de posts qui marchent. Il faut savoir qu'en fait, sur LinkedIn, il n'y a pas 10 000 posts qui marchent, il n'y a que différents types de posts qui fonctionnent. Donc là, je vais partager mon écran. Vous allez me dire si vous voyez. Tac, tac. Ah, génial, merci. Voilà. Est-ce que vous voyez mon écran là? Ouais, c'est bon. Donc, il y a 3 types de posts qui marchent. Le premier type de post que tout le monde fait, c'est le post de type célébration. C'est-à-dire où vous annoncez les 2 ans de Germinal, vous annoncez là, rien n'arrête le tracteur, même pas le pangolin. Vous m'excuserez pour mon style d'écriture qui est assez particulier. Je suis un petit rigolo dans mes posts. Vous n'êtes pas obligé de faire des posts de ce type-là, mais en tout cas, moi, c'est mon style. Ça marche ou ça marche pas. Mais en gros, j'explique que c'est génial qu'en avril, on n'a pas perdu d'argent malgré la crise. Je donne notre CA hors taxe du mois, le GOF, la partie formation. Donc, à l'époque, on n'a fait que 25 000 € de formation. C'est ce mois-ci qu'on a fait énormément. Le chiffre du chômage partiel, etc. Ça, voilà, j'ai fait un post pour les 2 ans, j'ai fait un post pour les 1 an, j'ai fait un post pour notre premier recrutement, j'ai fait un post pour le recrutement de notre premier senior, etc. Ça, c'est des types de posts qui marchent souvent. Si vous êtes un entrepreneur, n'hésitez pas, ça marche toujours très bien. Le problème de ces posts, c'est qu'on n'a pas des choses à célébrer toutes les semaines, généralement. Or, la clé sur LinkedIn, c'est d'être régulier. Le deuxième type de post qui marche très bien, c'est le post où, en gros, le post que j'appelle inspirationnel, c'est-à-dire où vous allez apprendre quelque chose aux gens et vous allez leur donner envie, vous allez les inspirer. Et ça, c'est des posts qui sont plus difficiles à faire. C'est en gros, là, c'est par exemple, moi, je me suis rendu compte, alors l'apprentissage peut être léger, hein, une fois de plus. Là, c'est un post un petit peu, en plus, comment dire, un peu polémique en ce qui concerne. Mais en gros, j'explique que pour moi, un autodidacte de 18 ans qui lance sa boîte sans avoir le bac depuis sa chambre, ou un autodidacte de 23 ans qui arrête Harvard en dernière année et qui lance sa boîte depuis son garage de 160 mètres carrés, en fait, pour moi, c'est le titre de drop-out ne devrait pas être utilisé pour les deux. Et en gros, il y a beaucoup de gens qui disent, bah oui, moi, je suis un autodidacte comme Mark Zuckerberg ou comme Bill Gates. Et je leur dis, oui, tu es un autodidacte, mais là, tu as 18 ans, tu n'as pas d'argent, tu es dans ta chambre d'étudiant, c'est un peu différent. Et du coup, j'ai fait ce post. Et ça, c'est ce que j'appelle un post, on va dire inspirationnel, où l'objectif, c'est d'apprendre quelque chose aux gens sur un ton qui est sympathique. Et en fait, ces posts-là sont beaucoup plus difficiles à faire marcher, parce que du coup, il faut attirer l'attention des gens et leur donner envie de liker parce qu'ils ont appris quelque chose. Et c'est des posts qui sont très puissants. Et pour vous dire, là, celui-là, j'ai eu 1114 likes, 161 commentaires. J'en ai fait d'autres. Je ne sais pas si vous montrez, mais celui-là n'a pas marché, celui-là n'a pas marché. Par exemple, lancez-vous, c'est le plus difficile. C'est celui-là, c'est un autre. Moi, avant de monter Germinal, j'ai lancé 3 business, etc. J'ai expliqué de la difficulté de donner avec la croissance, pareil. Donc, c'est les enseignements. Comment est-ce qu'on trouve l'inspiration pour ces posts? Soit vous avez des idées qui viennent. Moi, ma stratégie, de façon très résumée, c'est je suis beaucoup d'influenceurs sur Twitter. Ne me demandez pas pourquoi, mais aux US. Et en fait, ce que je fais, c'est que je regarde les meilleurs tweets de ces personnes-là. Je vois si ça a un rapport ou pas avec moi. Et ensuite, je les transforme en post LinkedIn. Donc, je pars quand même d'un truc qui fait généralement 200 caractères à un truc qui en fait 1300, de l'anglais au français. Donc, c'est vraiment de l'inspiration. Pour le coup, c'est vraiment pas copié. Il y a des influenceurs en France qui sont spécialistes. Moi, par exemple, j'ai fait un très bon post. J'ai 2 influenceurs français qui ont fait des posts quasiment copier-coller dans les 24 heures. Donc, ça, c'est une autre méthode, mais je ne vous la recommande pas. Parce que bon, si vous voulez avoir un petit peu d'éthique dans votre travail, je vous préfère de vous inspirer de trucs un peu plus éloignés et un peu plus difficiles. Et le troisième type de post qui marche très bien, le plus facile actuellement, c'est le post, ce que j'appelle contenu contre commentaire, où en gros, vous allez dire aux gens, voilà du contenu, vous allez leur donner envie avec une petite vidéo. Donc là, c'est une vidéo de 20 secondes qui montre notre cours par email gratuit. Et vous allez leur dire, si vous voulez ce post, si vous voulez ce contenu, commentez. Donc là, il y a un edit, après j'ai mes liens, mais et en gros, c'est un post où j'ai 699 commentaires. Et en fait, ça, c'est des posts qui marchent très bien parce qu'en fait, du coup, les gens veulent et ils commentent. Et du coup, l'algorithme de LinkedIn voit qu'il y a beaucoup d'interactions. Du coup, il montre à plus de gens, comme il y a plus de gens qui commentent, etc. Et du coup, le post devient viral. Et ça, c'est un peu la stratégie du débutant. Quand vous avez du bon contenu, ça vous permet de diffuser du contenu. Donc, vraiment, les 3 choses. 1, célébrer vos victoires. Ça, c'est le plus facile et c'est le plus naturel. Généralement, c'est ce que font les entrepreneurs. Ils font un post tous les 2 mois. 2, donner du contenu, partager votre contenu. Et 3, faire des posts inspirationnels. Pour moi, le post inspirationnel, c'est le plus difficile. Et le post vraiment le plus difficile, c'est de vendre quelque chose. C'est de faire un lien sortant ou de vendre un truc. Et c'est ce que j'ai réussi à faire. J'étais plutôt content de moi. C'est en gros, j'ai dit aux gens, j'ai eu une idée, etc. Et en gros, je l'ai présenté en mode vraiment storytelling. Et là, j'ai vraiment passé beaucoup de temps à se faire ce post. Et j'ai envie de faire une formation sur LinkedIn, etc. Qu'est-ce que vous en pensez? Voilà le budget. Et si vous êtes intéressé, dites-le moi.
Et là, donc, j'ai eu 1024 likes, 607 commentaires. Donc, ça, c'est 321 000 de portée de publication. Ça, c'est un post qui a très, très bien marché. Et ça, c'est des posts qui sont très difficiles. En fait, il faut déjà avoir fédéré une communauté. Quand vous voulez vendre quelque chose aux gens ou emmener les gens vers un lien externe, c'est-à-dire les inciter à cliquer. Et c'est ce que font la plupart du temps les gens. On essaie de vendre ou on essaie d'envoyer vers du contenu extérieur sans commenter, mais directement. Et ben en fait, c'est très dur parce que si les gens lisent votre post mais n'interagissent pas, LinkedIn ne vous montre à personne. Et du coup, il faut avoir une communauté suffisamment engagée et suffisamment au taquet, donc avec d'autres types de posts que je vous disais, pour que les gens, même si c'est du commercial, si ils achètent mais en faisant un commentaire. Et par exemple, ce qui est incroyable, c'est que là, j'ai mis le lien de ma formation et les gens ont acheté en expliquant pourquoi ils achetaient. Du coup, c'était incroyable. Alors, en fait, les gens achetaient et donnaient leur feedback sur pourquoi ils achetaient. Et ça, si vous le faites avec une communauté pas engagée, en fait, les gens, ils cliquent dessus, ils achètent ou pas, mais ils ne commandent pas. Et du coup, LinkedIn ne vous montre pas à beaucoup de gens. Donc ça, c'est vraiment le quatrième type de post qui est vraiment le plus difficile à faire, c'est générer de l'engagement alors que vous vendez quelque chose ou alors que vous emmenez vers un contenu extérieur. Donc ça, c'est parce que ça demande aux gens de cliquer et de revenir donner leur avis. Donc, il faut vraiment que les gens soient chauds. Donc voilà, pour vous donner leur idée. Donc, je vous ai expliqué. Une minute. C'est parfait, c'est ma dernière partie. Merci beaucoup, Jenny. Du coup, première chose, l'algorithme, il faut faire commenter. Et là, il y a une modification de l'algorithme. Il faut que les gens restent longtemps sur votre post. Mais si vous faites du contenu de qualité, ça devrait marcher. Deuxième chose, voilà les 4 types de posts par ordre de difficulté. Donc, je vous ai dit 1, inspiration. 1, célébration. 2, contenu contre commentaire. 3, inspiration. 4, vente commerciale. Et la troisième chose, c'est il faut faire. Moi, j'utilise Phantom Buster, qui est un outil d'automatisation sur les réseaux. Et en fait, ce que je fais, c'est que tous les gens qui like mes posts, je les ajoute. Tous les gens qui commentent mes posts, je les ajoute sur LinkedIn. Tous les gens qui viennent sur mon profil, je prends toutes les vues intéressantes et je les ajoute sur LinkedIn avec un petit message personnalisé. Alors, je ne l'ai pas fait depuis 3 jours, mais en gros, vous avez ici, qui a consulté votre profil. Donc, moi, j'ai 20 000 personnes qui ont consulté mon profil. Et en gros, là, vous avez les vues intéressantes et c'est souvent des gens, des entrepreneurs de boîtes, etc. Et vous pouvez les ajouter. Et du coup, c'est souvent intéressant parce que ça vous permet d'avoir de leverage votre réseau. Et après, j'ai une newsletter interne où j'envoie en fait tous les 5 semaines, j'envoie à mes contacts LinkedIn via des messages perso, donc pas de spam possible, un taux d'ouverture hyper élevé, des nouvelles sur ce que je fais en termes de business et je leur envoie du contenu. Et ça me permet en fait, c'est invisible, mais ça me permet d'engager avec ma communauté et j'ai énormément de messages du coup dans ma boîte et du coup, je réponds à mes messages et ça me permet d'engager et du coup, c'est des gens qui seront plus susceptibles de commander, de liker vos posts, etc. Et du coup, c'est ce que je vous expliquais, ça vous permet de faire des posts de type 4. Comme vous avez une communauté que vous avez engagée via des messages automatiques auxquels vous avez répondu et qui ont vu beaucoup de posts de vous, le jour où vous faites du commercial, ils vous suivent, ils vous aident et ça vous permet d'atteindre le dernier niveau sur LinkedIn qui est de vendre avec LinkedIn. Et je terminerai là-dessus. Du coup, la formation que j'ai lancée la semaine dernière, j'ai fait 2 posts LinkedIn et on a fait, je sais pas, vous n'avez pas mon écran, je crois, si je change, mais j'ai un truc, on a dû faire 43 500 € hors taxe de vente avec 2 posts LinkedIn. Donc, en gros, c'est plutôt cool parce que du coup, LinkedIn m'a rapporté 43 500 € hors taxe pour la boîte ce mois-ci. Voilà, j'en ai fini. Merci à tous de m'avoir écouté. Merci Grégoire. Tu as 3 questions. Tu as une question technique. Quel outil pour envoyer la newsletter à ses contacts sur LinkedIn? Alors, moi, j'utilise Phantom Buster et en gros, j'importe tous mes contacts. Phantom Buster, il y a une démo et tout. Je ne peux pas vous expliquer ça rapidement, mais allez dessus. Et en gros, vous importez tous vos contacts LinkedIn, vous avez tous les URL de vos contacts LinkedIn. Et ensuite, vous avez un autre fantôme, ils appellent ça, c'est une automatisation, qui vous permet d'envoyer des messages aux gens dont vous avez l'URL LinkedIn. Donc, en gros, j'importe mes contacts et ensuite, je renvoie des messages. Et en gros, alors moi, j'envoie 500 messages par jour parce que j'ai 16 000 contacts. Je vous recommande de ne pas faire ça. Envoyez-en plutôt 15 au début. Voilà. Quel lien pour la vidéo Germinal? Je vais vous donner la chaîne YouTube. C'est mon moment de gloire. Je vais peut-être gagner 2 abonnés. Ça va être incroyable. Voilà. Une question plus technique. Quid des posts qui citent des partenaires? Nicolas, tu peux peut-être expliquer ta question? Si, je vois. Je peux expliquer. C'est une très bonne question. Mais en effet, il faut être spécialiste pour comprendre. Parce que je n'ai pas compris tout de suite non plus. En gros, citer, c'est taguer, c'est-à-dire on va mettre un arrobase et on va mettre un partenaire. Donc, en fait, le terme citer, en effet, il faudrait plutôt mettre taguer. Le terme citer, bref. Mais j'ai compris. Et en gros, c'est très très bien de taguer un partenaire, un compte notamment un compte perso. Si la personne commente et like, LinkedIn va montrer à ces gens-là, à la communauté de cette personne, votre post. Ce qui fait que quand moi, il y a des gens qui me taguent
qu'ensuite je commente et je like et que j'ai pas fait un post très récemment, parce que bon, bref, on va pas rentrer dans les détails de l'algorithme, mais du coup, des fois, cette personne, son post, il fait x2 ou x3. Donc, ouais, c'est une très bonne stratégie. Super. Donc, Les personnes interagissent. merci Grégoire. Et puis, on aura le lien donc vers la vidéo et puis on peut te retrouver, je crois, sur LinkedIn si on te Exactement. cherche. Voilà, exactement. Sur LinkedIn, vous pouvez même me retrouver si vous ne me cherchez pas des fois. Merci beaucoup, Grégoire. Alors maintenant, nous allons entendre Patrick qui va nous parler d'un sujet qu'on aime bien chez Melsion. C'est la question de la négociation et plus particulièrement la négociation raisonnée. Patrick, nous t'écoutons. Alors, la négociation raisonnée, merci Jean-Christophe, c'est une des formes de négociation. La plus ancienne des formes de négociation, probablement, on pourrait la résumer comme cela, ça n'est pas de la négociation raisonnée. Est-ce que vous voyez mon écran? C'est donc bien sûr dans le parrain, je vais lui faire une proposition qu'il ne pourra pas refuser, soit sa signature, soit sa cervelle sur le contrat. En fait, il existe 4 grandes méthodes de négociation. La force, dont nous venons de donner un bon exemple, la ruse ou le mensonge, le compromis et enfin la négociation raisonnée. Alors nous, on pratique et on recommande la négociation raisonnée qui a été décrite en 1981 dans un livre qui est devenu un best-seller. Je pense qu'il y a plus de 5 millions d'exemplaires vendus de 2 auteurs, Roger Fisher et William Ury, qui sont tous les 2 professeurs à Harvard. Et le titre du livre, Getting to Yes, est un peu accrocheur, mais surtout, ça va développer la théorie de cette fameuse négociation raisonnée. J'en viens un instant en arrière pour vous donner quand même une petite explication de ce que sont les différentes méthodes. La force, c'est quand vous imposez à quelqu'un ou qu'on vous impose, si vous êtes de l'autre côté, une situation, une solution dont vous ne voulez pas forcément, mais cette solution, finalement, on vous dit take it or leave it, tu prends ou tu laisses, mais ça va mal se passer si tu laisses. La ruse et le mensonge sont plus subtils. C'est souvent ce qu'on voit lorsqu'on a affaire à des gens qui sont des négociateurs un peu inexpérimentés ou des typologies particulières d'individus, dans lesquels on va mentir ou mentir par omission. Et donc mentir ou mentir par omission, c'est-à-dire ne pas présenter la réalité de la situation, mais essayer de se donner un avantage dans la situation, une sorte de carte dans la manche, c'est extrêmement répandu. Et la difficulté de ce mode de négociation, c'est que ça ne marche qu'avec les idiots. C'est-à-dire que dès que la personne en face de vous a la moitié d'un neurone, elle réfléchit et elle voit assez vite que votre posture n'est pas authentique et que ce que vous dites n'est pas complet. Il suffit de poser quelques questions à quelqu'un qui veut vous mentir pour que ça devienne compliqué. Un indice, si la personne s'énerve, c'est parce que vous êtes arrivé à l'endroit où elle n'a plus de réponse. Et bien entendu, à ce moment-là, vous avez une difficulté, il a une difficulté, bien entendu, à continuer à dialoguer avec vous. Le compromis est plus pervers. Le compromis, c'est le moment où on se dit, ah, faut quand même qu'on trouve un accord et bon, bah, allez, on coupe la poire en 2. Alors là, c'est ce qu'on appelle une négociation lose-lose, c'est-à-dire qu'il y a personne qui gagne, puisque si j'ai envie d'une poire et que vous avez envie d'une poire et qu'on se retrouve chacun avec une demi-poire, certes, c'est mieux que rien, mais ça ne permet pas forcément de faire son plat ou sa recette, parce qu'il vous fallait une poire entière, voire plus. Donc, voyez pourquoi la force, le mensonge ou le compromis sont des méthodes, à mon avis, à notre avis, à proscrire. Alors, si on avance un petit peu, quels sont les grands principes de la négociation raisonnée? Le plus important,
c'est de ne pas négocier sur une position, mais sur les intérêts. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Imaginez que je souhaite vendre mon produit, mon service, à un certain prix et que j'annonce évidemment ce prix. La plupart des transactions se font de cette manière-là. On met un prix sur l'étiquette et le consommateur, il l'achète tel quel ou bien il négocie, mais en général, sur plein de produits maintenant, la marge de négociation est assez faible, le prix du produit est connu et donc il n'y a pas de négociation. Mais si on est dans un cas où on peut négocier, ah, écoute, Grégoire, comment tu pourrais essayer de nous aider chez Melsion à rendre les chroniques virales pour qu'on ait plusieurs centaines de milliers de personnes qui les regardent chaque semaine? Parce qu'après tout, notre mission chez Melsion, c'est d'aider tous les entrepreneurs. Et donc, même ceux qu'on ne connaît pas pourraient peut-être bénéficier de ce que nous racontons tous les vendredis. Y a-t-il un prix? Peut-être, mais pas forcément. Et donc, s'il est intelligent, et il l'est, Grégoire va m'interroger pour comprendre quels sont mes intérêts et je vais l'interroger moi aussi pour comprendre quels sont ses intérêts afin de chercher ensemble la zone de discussion et chercher une solution gagnant-gagnant. Alors, parfois, la négociation, elle est tendue et on n'y peut pas grand-chose. Et donc, même si c'est un conflit, ça n'est pas obligatoirement un conflit chaud. On peut faire d'un conflit, et c'est un des troisième principe de négociation raisonnée, un problème à résoudre ensemble. Et là, on a un changement de perspective. Et lorsqu'on change sa propre perspective, le partenaire avec qui on négocie va lui aussi devoir changer sa perspective. Ça sera peut-être dur pour lui, mais si vous le traitez avec gentillesse, et c'est la quatrième règle, être conciliant avec les personnes, tout en restant ferme, bien sûr, sur vos intérêts, mais avec beaucoup de respect et de compréhension pour les personnes. Dernier principe de la négociation raisonnée, séparez vos phases de négociation en 3 phases. L'analyse, quel est le sujet, et c'est un dialogue avec votre autre partie. Chercher des solutions ensemble, de façon créative. Et enfin, passer à la phase de choix. Et pourquoi c'est important de le faire ainsi? Si vous essayez de choisir trop tôt, vous vous fermez des options. Il est parfois préférable de faire durer un petit peu plus une négociation afin qu'on voit émerger des possibilités de solutions avant de se dire, tiens, quelle est la meilleure? Et bien sûr, on juge l'importance de chacune des solutions face aux intérêts qu'on a compris de chacune des parties, qu'on a compris et qu'on a écrit. Alors, il y a 2 grandes difficultés qu'il faut passer dans la négociation raisonnée. D'abord, vous trouverez des gens qui vous disent « Ah oui, mais la négociation raisonnée, c'est trop gentil, c'est trop soft, sous-entendu, s'il n'y a pas de sang sur la table, ce n'est pas une vraie négociation. » Alors, oui, bien sûr qu'une négociation, à un moment, on a des intérêts divergents. Et ces intérêts divergents, ils peuvent mener à un dialogue musclé. Mais ce ne sont pas les seuls intérêts qu'on va trouver dans une négociation. On va trouver aussi des intérêts convergents et des intérêts différents. Et c'est la totalité de cet ensemble d'intérêts pour chacune des parties, et s'il y a plus que 2 parties, donc c'est bien également possible, c'est l'ensemble de ces intérêts, divergents, convergents, différents, qui vont nous permettre d'élargir le gâteau. Hein, vous avez souvent entendu cette phrase. Qu'est-ce que ça veut dire élargir le gâteau? Ça veut dire ne pas regarder la solution comme on la voyait au début, mais accepter que finalement des intérêts qui ne sont pas contradictoires puissent être pris en compte. Donc, il faut rester ferme sur ces intérêts, mais souple sur les solutions. Pour ça, parlez de vous, non pas pour convaincre, mais pour faire comprendre. Et avec gentillesse, parce que c'est plus facile de communiquer avec gentillesse. Deuxième reproche qu'on fait à la négociation raisonnée, ça n'est pas une garantie de réussite. Eh bien non,
l'univers, grande surprise, ne donne pas de garantie. Et donc, il est primordial de préparer une solution de repli que dans notre jargon, on appelle le BATNA, Best Alternative to a Negotiated Agreement, en français la MESOR, la meilleure solution de rechange, bref, le plan B. Qu'est-ce qui se passe si on ne tombe pas d'accord? Il y a deux aspects là-dessus qui me fascinent. Le premier, c'est que si quelqu'un n'a pas de BATNA, il a une position qui est fragile. Vous pouvez l'emmener dans des endroits où il va être de plus en plus inconfortable. Et donc, ça n'est pas une bonne idée que votre partenaire dans la négociation, lui non plus, n'ait pas de BATNA. C'est contre-intuitif. Mais il faut que vous ayez une solution de rechange au cas où la négociation n'arrive pas au but. Et il faut que lui également ait une solution de rechange. La deuxième chose, c'est que, et ce sont les militaires depuis très longtemps qui ont pratiqué cela, ils savent qu'aucun plan ne survit à une rencontre avec l'ennemi. Alors je dis ça parce que c'est militaire. Dans la négociation, il n'y a pas d'ennemis, il y a des partenaires potentiels. Donc traitez les gens avec bienveillance parce que si vous réussissez votre négociation, vous allez avoir une vie commune. Et ce n'est pas facile d'avoir une vie commune avec quelqu'un qu'on a considéré comme son ennemi, donc ça n'est jamais le cas. Mais avoir un plan B, ça veut dire simplement à tout moment, et même si c'est coûteux pour moi, je peux m'en aller si je ne trouve pas satisfaction meilleure dans la négociation. Et ça, c'est très mature. Alors, pourquoi, merci, pourquoi il n'y a jamais eu de meilleur moment pour se former à la négociation raisonnée? Eh bien, d'abord parce que la période dans laquelle nous sommes fait monter la charge émotionnelle. Et plus il y a dans une négociation de charge émotionnelle, et moins il est facile de négocier. Plus on va tomber naturellement dans le rapport de force et éventuellement dans le mensonge ou dans le compromis, mais surtout dans les deux premiers. Et puis une analogie que j'aime beaucoup pour tous ceux qui, de temps en temps, ont besoin de travailler et de bricoler un peu. Vous voyez, la négociation raisonnée, c'est un peu comme la visseuse électrique. On peut faire avec un tournevis, ça marche très bien, mais avec une visseuse électrique, ça marche beaucoup mieux, sauf dans certains cas très précis. Donc, achetez une visseuse électrique, il y a des promos en ce moment parce qu'ils en ont plein les stocks, mais surtout, formez-vous à la négociation raisonnée, ça vous servira très longtemps. Il y a de bons spécialistes de cela en France, notamment Yves Alifa, que nous aimons beaucoup et que je salue ici. Et donc, vous allez pouvoir devenir de bons négociateurs. Il y a une vraie différence entre quelqu'un qui sait bien négocier et quelqu'un qui ne sait pas bien négocier, non seulement dans la vie de son entreprise, mais également dans son actionnariat et également dans sa vie personnelle. Donc, devenez de bons négociateurs. Et pour finir, savoir négocier de bonne foi intelligemment, c'est un talent majeur pour un entrepreneur. Donc, j'espère vous avoir donné goût et envie d'aller plus loin. Pour aller plus loin, je vous recommande ce TEDx de William Ury, qui est le co-inventeur de la négociation raisonnée, qui, dans la grande tradition de Harvard, a co-créé le Harvard Negotiation Project, qui est un des éléments les plus célèbres que Harvard ait produit ces dernières années. Et dans ce TEDx, vous verrez qu'il vous parle avec quelques années, quelques décennies d'expérience après avoir mis au point cette méthode. Donc, un bon point d'entrée dans la négociation raisonnée. Voilà. Merci pour vos questions, s'il y en a. Merci beaucoup, Patrick. C'était super intéressant. Alors, dans ce cas, si vous voulez en reparler, n'hésitez pas à me joindre comme chacun des conseillers qui sont présents et des invités qui sont présents sur cette chronique. Nous allons passer à Clotilde. Et Clotilde, si tu veux bien nous parler de la solitude de l'entrepreneur, nous sommes tout oui. Bonjour tout le monde. Oui, donc c'est un sujet un peu moins fun. Je voulais vous parler aujourd'hui. Vous voyez mon écran? C'est bon. Ok. Je suis partie de l'actualité. Je pense que on appelle GMS, les grands moments de solitude. Voilà. Je pense qu'aujourd'hui, pour beaucoup d'entrepreneurs, ces derniers temps, ils ont traversé des grands moments de solitude en raison de
l'actualité qui génère beaucoup d'incertitudes, pour beaucoup de patrons qui sont dans des secteurs touchés par la crise, qui vont devoir mettre en place malheureusement des plans de sauvegarde de l'emploi. Voilà, donc c'est un contexte qui peut générer beaucoup de stress et beaucoup d'isolement pour le chef d'entreprise. Alors, pour commencer, un rapide état des lieux de la solitude des entrepreneurs en France. J'ai repris les chiffres d'une étude qui a été effectuée par les équipes du Lab de BPI France en collaboration avec l'Observatoire à Maroc sur la santé des dirigeants de PME, qui est un observatoire qui a été créé par un chercheur qui s'appelle Olivier Torres. Donc, il en ressort qu'aujourd'hui, 45% des dirigeants disent se sentir isolés et 11% très isolés. Voilà, donc c'est un chiffre de très forte ampleur et qui, à lui seul, je pense, justifie qu'on s'intéresse au sujet à partir du moment où on s'intéresse aux entrepreneurs et aux conditions qui font qu'ils peuvent réussir dans leurs projets. Voilà. Donc, on sait que l'isolement de l'entrepreneur, ça peut le fragiliser, et parfois de manière extrême, puisque les 11% qui sont là sont des entrepreneurs qui sont susceptibles en fait, de vivre un burn-out. Or, le capital en fait, immatériel d'une PME essentiel, c'est la santé de son dirigeant. Voilà. Donc c'est vraiment un point majeur de s'intéresser notamment à ce sujet de la solitude. Alors, d'où vient ce sentiment de solitude? En fait, il a de multiples sources. Donc, je vais vous en énumérer quelques-unes pour comprendre en fait qu'est-ce qui peut générer en fait l'isolement. Alors, il n'y a pas d'ordre, hein, parce que ça peut être cumulatif ou certains entrepreneurs ne peuvent vivre qu'une forme de solitude. La première forme de solitude, c'est l'isolement dans la décision et puis dans la réflexion aussi qui précède la décision. En fait, c'est un peu inhérent à la fonction d'entrepreneur, mais surtout de dirigeant. Donc, on est, en tant qu'entrepreneur, on est très souvent l'instance de décision de l'entreprise. Ça ne veut pas dire pour autant qu'on n'est pas entouré de conseils, qu'on ne consulte pas ses collaborateurs avant de prendre des décisions, mais en fait, on est le seul au bout du compte à transiger et à faire face en fait, aux responsabilités si la décision n'a pas été la bonne. Et cette solitude dans la décision est d'autant plus pesante qu'elle engage l'avenir de l'entreprise. Et pour l'entrepreneur, le dirigeant propriétaire, c'est peut-être aussi son patrimoine et le bien-être de sa famille aussi qui est en jeu. Il y a également un autre point qui est la solitude statutaire, puisque le dirigeant, il est l'incarnation symbolique du pouvoir de l'entreprise. Et donc, de ce fait, il doit en fait maîtriser ses émotions, il doit masquer ses doutes. Dans une chronique précédente, je vous ai parlé d'optimisme. Et donc, à ce moment-là, j'ai souligné que le rôle du dirigeant, c'était de donner une interprétation positive en fait, des difficultés et d'adopter un comportement inspirationnel en fait, pour aller mobiliser les énergies collectives. Et voilà. Et donc, ça peut, évidemment, souvent, ça implique que l'entrepreneur porte un masque, et un masque en dessous duquel on va retrouver une vraie solitude. Voilà. Une autre difficulté, c'est celle de bien s'entourer. En fait, concrètement, c'est ce qu'on appelle la solitude relationnelle, qui se décline en plusieurs problématiques. La difficulté de recruter, des moyens insuffisants pour recourir à des prestations de conseil, un manque de relais et de soutien à l'intérieur de l'entreprise, l'absence d'un bras droit, d'un alter ego avec qui discuter, et puis la difficulté à impliquer en fait, et à mobiliser, à engager les collaborateurs. On peut être également déçu vis-à-vis du comportement en fait, de certaines parties prenantes. Donc, ça rejoint en fait la difficulté à faire naître un collectif dans l'entreprise qui permet effectivement qui permettrait en fait à l'entrepreneur de trouver des relais dans sa solitude. On retrouve également la solitude dans les épreuves. Voilà. Donc,
fait, quand l'entrepreneur il démarre, il est comme un navigateur qui parle, le vent souffle dans les voiles et tout va bien, jusqu'au moment où potentiellement il peut y arriver en fait une difficulté et donc la liberté peut se changer en fait subitement, virer de bord en détresse et l'indépendance se changer en solitude. Donc dans ce cas-là, le dirigeant en fait peut se sentir véritablement isolé, notamment quand il va vivre des événements de type PSE, défection d'un gros client qui est clé pour la rentabilité de l'entreprise. La trahison d'un collaborateur aussi peut l'affecter énormément, ou une fusion-acquisition qui va se passer mal, un redressement fiscal, etc. Donc tout ça, c'est des difficultés. Alors, quand on les traverse, elles vont former une sorte de capital expérience qui va renforcer le dirigeant et s'il en sort par le haut, mais si ce n'est pas le cas, ça peut le renforcer dans son sentiment de solitude. On a également la perte de sens. Donc là, ça peut être lié en fait à la fatigue, à l'ennui, à tous les sacrifices qui ont été effectués. Et lorsque l'entrepreneur il vient à comparer son parcours avec ceux de par exemple de ses collègues de promotion, il peut se dire qu'il a sacrifié beaucoup, sacrifié une vie de famille, des amis, etc. Et il a le sentiment de ne pas forcément avoir l'existence aussi belle, excitante qu'il l'avait projetée. Voilà, donc ça peut être des phases compliquées à traverser qui peuvent créer du burn-out, une grande fatigue émotionnelle. Et enfin, je termine cette horrible liste, puisqu'il faut bien la terminer un jour et passer aux antidotes. C'est également le manque de reconnaissance sociale qui peut être très prenant, et les préjugés à l'égard des entrepreneurs. En France, on n'aime pas beaucoup les entrepreneurs, ils ne sont pas beaucoup reconnus, pourtant ils représentent 55% du PIB, et puis 2 emplois sur 3. Mais bon, on parle beaucoup des extrêmes, des patrons du CAC 40, des start-upers, et puis l'immense majorité silencieuse qui est au milieu. On en donne généralement une représentation qui est très caricaturale et pas valorisante dans l'image en fait du patron. Voilà. Donc le point de départ, je pense, quand on a un sentiment de solitude, c'est de valider est-ce qu'il y a une différence entre la solitude et l'isolement, si vous voulez. Donc l'isolement, c'est une situation qui va être ressentie comme étant subie, douloureuse. Donc voilà, les principaux facteurs, c'est je ne me sens pas assez aidée, soutenue, entourée, je me sens vulnérable, j'ai l'impression de porter trop de choses seule, je me sens coupée du monde, etc. Donc c'est une situation qui est pesante, qui est différente de la situation de solitude, qui est plus une situation qui est choisie et qui peut être intéressante pour prendre un peu de recul. Donc là, on parle de souffrance. Donc à partir du moment où on ressent cette souffrance, c'est-à-dire qu'il est temps de faire quelque chose pour en sortir. Et à la limite, il vaut mieux prévenir cette situation et mettre en place un certain nombre d'éléments d'antidotes pour ne pas se retrouver en fait dans cette situation. Alors, les antidotes… Il reste 1 minute. Ok, merci Eugénie. C'est le fait déjà de déléguer et de faire confiance en fait à ses proches collaborateurs. Pour ça, il faut avoir évidemment recruté des managers de qualité auxquels on a confié des responsabilités, un pouvoir de décision. Passer du temps à l'extérieur, voilà. Donc ça, c'est aussi un fondamental. Le temps que vous êtes en train de passer avec nous, voilà, contribue à vous sortir de la solitude, typiquement. Donc pour vous nourrir de nouvelles expériences, enrichir votre réseau, voilà, puis être aussi à l'affût des signaux faibles de votre marché. Le recrutement, c'est un point important. Pour cela, en fait, c'est aussi essentiel de développer sa marque employeur, voilà, pour mieux recruter et avoir un projet d'entreprise qui attire en fait des employés, des collaborateurs pour lesquels ça fait un sens de vous rejoindre. Mettre en place un comité de direction qui fonctionne bien également et un comité stratégique, voilà, avec des personnalités indépendantes. Donc ça permet de prendre un petit peu de champ, de hauteur et puis d'avoir un regard extérieur sur la stratégie.
Et puis également travailler sur sa stratégie, sur sa rentabilité, évidemment, être entrepreneur à la tête d'une société qui fonctionne bien, qui a des perspectives, ça aide énormément à se prémunir de la solitude, puisqu'à l'inverse, une société qui rencontre des difficultés risque de précipiter son dirigeant dans des difficultés de solitude. Voilà. Alors, vous allez pouvoir retrouver, si vous regardez les sujets de la solitude, si vous en parlez autour de vous, également éventuellement un autre antidote qui est l'ouverture de son capital pour voilà, à des associés, des collaborateurs, des partenaires financiers. Alors chez Melsion, c'est pas du tout une recommandation qui est faite. Voilà, ça fait pas du tout partie du dispositif pour sortir de la solitude. Et je pense qu'on aura d'autres occasions dans les chroniques de partager avec vous les raisons pour lesquelles on a cet avis sur l'ouverture du capital. Voilà. Merci, Clotilde. Je termine. Last but not least, l'accompagnement personnel de l'entrepreneur, voilà, qui est un point important. C'est notre raison d'être chez Melsion. Donc, on ne va pas l'oublier. Donc, on sait que le métier d'entrepreneur, c'est un métier difficile, voilà, qui s'apprend lentement. Et donc, voilà. Donc, avec l'aide d'un conseiller personnel, vous sortez de votre isolement et vous êtes amené, en fait, à prendre notamment des mesures pour vous sortir de votre solitude. Voilà. Donc, pour aller plus loin, vous pouvez aller voir une étude de BPI sur le sujet. Également, l'Observatoire à Maroc, qui est très, très intéressant. Et donc, pour conclure, si vous vous sentez seul, il existe des solutions concrètes, et c'est le cœur de notre métier. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des entrepreneurs autour de vous pour lesquels c'est le cas, ils peuvent prendre contact avec nous pour échanger sur ce sujet. Voilà. Je vous remercie. Merci beaucoup, Clotilde. Alors, il me reste maintenant plus que quelques secondes pour vous faire ma présentation. Prends le temps qui sera nécessaire. Je voulais juste rebondir sur ce que disait Clotilde. Philippe Torres, le chercheur qui est le fondateur de l'Observatoire à Maroc, a été un de nos invités dans notre séminaire d'été il y a quelques années. C'est quelqu'un que nous apprécions beaucoup et qui a une profonde intelligence et une profonde sensibilité sur le sujet des entrepreneurs. Donc, allez jeter un coup d'œil, vraiment très bon conseil de Clotilde sur le site de l'Observatoire à Maroc. Et si vous vous sentez l'envie de le faire, comme nous l'avons fait chez Melsion, vous pouvez contribuer au financement de cet observatoire. Jean-Christophe, tu vas… 15 Pardon secondes pour rajouter ce qui est sorti de cette étude, en fait, sur la santé du dirigeant. Les entrepreneurs sont moins souvent malades avec des problèmes de santé que les autres dirigeants, sur 2 facteurs qui a montré dans l'étude extrêmement corrélés. L'optimisme d'un côté, et le deuxième, être en contrôle de sa destinée. D'où encore cette notion de déterminisme dans le partage du capital et ce qui va avec. Voilà, donc documenté pour la première fois. Merci, Monsieur Torres. Et merci Clotilde de l'avoir ramené à la surface. Donc Jean-Christophe, ça fait maintenant plusieurs semaines que nous vivons des moments inhabituels. Est-ce que c'est terminé et quelle est ton opinion par rapport à ce que tout ça représente pour un entrepreneur et ce que nous pouvons apprendre? Alors, est-ce que vous voyez une slide ou est-ce que vous voyez mon… On voit une slide. Une slide. Alors, je pense que globalement, on est en train de parler de la question de la décision en univers incertain. On est en train de parler d'un virus qu'on pensait au départ être un virus surtout pulmonaire. Et puis, le problème, c'est que quand on mettait des gens sous respirateur, eh ben, il y en avait seulement 40% qui survivaient. D'où on avait déjà évoqué ce point-là il y a plus d'un mois. D'où la grande alarme des médecins face à quelque chose qui leur paraissait, qui était complètement nouveau. Depuis, il semble qu'on ait un aspect vasculaire majeur, c'est-à-dire des embolies, des caillots qui viennent se bloquer et qui empêchent du coup l'oxygénation du sang. Donc, ce qui est intéressant, c'est que la solution, c'est plus les respirateurs, c'est les anticoagulants. C'est très compliqué, c'est un vrai travail technique des soignants, mais
les entrepreneurs qui se sont lancés à l'idée de il faut vite que je fasse des respirateurs parce qu'on n'en a pas assez, eh ben, ils sont dans un système qui est la course après le marché. Et c'est un système qu'on voit souvent chez nos entrepreneurs. On a le cas du Covid, mais par exemple, c'est arrivé chez nous de voir des entrepreneurs qui venaient nous parler de la question je sais pas, des bitcoins, par exemple, probablement un peu trop tard, probablement à un moment où, si tu l'entends toi, c'est que d'autres mieux placés l'ont entendu avant. Et que donc, ça prend un risque de marché. Est-ce que les bitcoins, c'est une bonne idée ou pas? Et ça prend un risque qui ne prend pas en compte les capacités actuelles, c'est-à-dire que quand tu t'y mets, eh ben, il y en a déjà qui s'y sont mis et finalement, le marché s'est équilibré lui-même et toi, tu ne profites pas de cet écart que tu crois voir. Donc, c'est probablement dans ce contexte intéressant à garder en tête. On est souvent entrepreneur avec cette volonté d'aller prendre les opportunités, de courir dessus. Et malheureusement, ce n'est pas forcément une bonne idée. Mais c'est une tentation. Alors après, il y a un autre aspect, c'est les courbes. Alors les courbes, j'ai demandé à Eugénie de travailler parce qu'elle s'ennuie un peu et que faire le timekeeping, c'est quelque chose d'intéressant, mais son savoir-faire, c'est plutôt dans les datas. Alors regardez les belles courbes qu'elle nous a fait. Alors, ce que vous voyez en bleu, c'est la courbe brute des maladies déclarées, donc des moments où on a testé quelqu'un positif. Et ce qu'elle a fait en rouge, c'est aller chercher a priori à quel moment la probabilité de l'infection a été où est-ce qu'a été l'infection de manière la plus probable. Et la petite ligne que vous voyez là, c'est le confinement. Alors ça, c'est la France. Ça, c'est le Royaume-Uni. Le confinement a lieu là. Et vous voyez que la courbe continue après. Ça, c'est l'Allemagne. Le confinement a lieu là. Puis là, c'est encore plus marqué. Et voilà donc un joli résumé. La courbe change de couleur quand il y a confinement. Et vous voyez que ce sont des courbes qui se ressemblent toutes, qui sont toutes très proches, alors que les politiques ont été très différentes. Donc, si vous allez écouter le professeur Gutka, qui est une professeure d'épidémiologie à Oxford, elle dit, ben oui, les courbes se ressemblent toutes, et pourtant, chaque pays a fait différemment. Alors, quand on voit ça, on se dit, ouais, mais enfin, quand même, qu'est-ce qu'ils sont idiots, les décideurs. Sauf que, voilà une courbe. C'est une exponentielle. Et vous voyez, en bas, ça va à 400. Alors, je vais vous faire plaisir, je vais la réduire à 200, parce que là, vous voyez, là, ce trait un peu plat, hein, et vous voudriez voir un peu mieux. Alors, voilà 200. Bon, alors, je vais regarder à 100, là, ici. Voilà. Voilà à 100. Donc, une courbe exponentielle, ça a l'air d'être un truc plat, et puis après, un truc qui part au ciel. Là, si je réduis encore de moitié, à 50, bon, je vais réduire de plus de moitié, à 20. Ah, ça commence à ressembler un peu plus à quelque chose de visible et de compréhensible. Je vais le couper encore en deux, à 10. Et là, oui, ah bah oui, là, on voit une courbe, mais cette partie-là, elle reste toujours très plate pour vous. Et pourtant, si je refais un zoom sur cette partie-là, voilà comment elle est. Donc, on peut dire, oui, quand même, les politiques, ils n'ont rien vu, mais au moment où ils ont décidé le confinement, c'est ça qu'on voyait. Et là, dites-moi si c'est une exponentielle qui va partir vers le ciel ou si c'est une courbe en cloche, comme on l'a constaté après coup. Alors, ils pouvaient regarder ça 2 semaines plus tard, c'était un petit peu plus net. Mais bon, ce que ça vous montre, c'est que la grande erreur, c'est essentiellement d'avoir fait la deuxième décision comme une non-décision. C'est-à-dire que ça a été très coûteux pour les hommes politiques, pour les décideurs, de dire on va mettre la moitié de la population, un tiers de la population en confinement. Mais en revanche,
la décision qu'ils ont prise 15 jours plus tard n'a pas été une décision de est-ce qu'on confine à nouveau, ça a été une décision de est-ce qu'on décide de déconfiner. Donc, la non-décision, c'était de maintenir le confinement. Alors, vous allez me dire, vraiment, c'est très mauvais comme processus de décision. Vraiment, qu'est-ce qu'ils sont nuls. Pensez au cas du recrutement. Vous recrutez quelqu'un, vous vous demandez, est-ce que c'est la bonne personne? Bon, bah, on l'a recruté, on lui a pris une période d'essai. À la fin de la période d'essai, quelle question est-ce qu'on se pose exactement? Est-ce qu'on se pose la question de est-ce qu'on décide de le recruter? Ou est-ce qu'on se pose la question de bon, est-ce qu'on lui dit qu'on arrête? C'est exactement la même chose. On se met dans des situations où c'est l'inertie qui risque de l'emporter. Et donc, à tort ou à raison, on va le garder alors qu'on devrait se reposer la question et qu'on devrait reprendre une décision. Alors, ceci dit, j'ai fait travailler Eugénie encore un peu plus. Ça, c'est la vitesse le taux de croissance de l'infection. Et donc, ce que vous voyez, c'est que ce taux de croissance, il déclinait depuis 25 février. Et qu'avec le confinement, il n'a pas bougé. C'est pareil en Angleterre, c'est pareil en Allemagne. Donc, ça peut être une autre question de est-ce qu'on regardait les bonnes courbes? Cette courbe-là, c'est une courbe de dérivée. Donc, il y a les geeks comme Eugénie qui savent en faire, et puis il y a les autres qui ne savent même pas ce que ça veut dire. Ben voilà, donc heureusement que j'ai Eugénie derrière sous la main. Donc voilà, je vous rappelle ces jolies courbes. Autre enseignement, la Chine, on avait parlé, vous savez, du professeur Montagnier qui avait expliqué que c'est un virus qui était fait d'un main d'homme. C'est peu probable. En revanche, ce qui est probable, possible, c'est que c'est un virus qui se soit échappé du labo P4 qui soit là-bas. Ce que ça indique, c'est un système de sécurité qui n'est pas forcément au top chez nos amis chinois. Mais ça changerait beaucoup de choses pour l'avenir de la Chine. Parce qu'en fait, ça veut dire qu'ils ont menti. Et qu'ils ont menti à l'OMS, ça c'est à peu près sûr, hein, puisqu'en fait, ils ont annoncé, jusqu'au 25 janvier, ils annonçaient que le virus n'était pas transmissible par l'homme. Alors que Taïwan envoyait des mots au 1er janvier pour dire que mais si. Et on a aujourd'hui apparemment des cas documentés en Europe dès décembre. Et en Chine, on est en train de s'apercevoir que probablement à début novembre, il y avait déjà des choses. Qu'est-ce qu'on peut tirer de ça? Peut-être qu'on est face à l'équivalent de Tchernobyl pour les Chinois. Et vous savez à quel point Tchernobyl a été un coup de pied à la fourmilière et à quel point ça a été une des raisons pour lesquelles on a eu une perestroïka en URSS. Donc, peut-être que ça va être le début de la fin pour le régime du Parti communiste chinois. En tout cas, ça va être intéressant à observer. Pour ce qui est de l'entrepreneur, on peut aussi penser, mais ce n'est pas certain, que l'idée qu'on ne produit pas en Chine et qu'on produit en Europe peut devenir un avantage compétitif qu'il n'était plus. Alors, je voudrais vous parler très rapidement des opportunités post-Covid sur un sujet qui est la dépense de santé. En France, on a des dépenses de santé très élevées, comme dans le reste des pays occidentaux. Hein, on est quelque part entre 15 et 18%. JXO, il te reste 1 minute. Flûte alors. Il me reste encore 34 slides. Allez, on va s'arrêter à celle-là alors. Donc, c'est très élevé en France. Du coup, ça va plutôt être une question de rééquilibrage. Qu'est-ce qui est rééquilibrable dans les dépenses en France? Eh bien, en fait, c'est l'assurance maladie. C'est-à-dire que la moitié de ce qu'on dépense, des 15 à 18% qu'on dépense du PIB, sont là pour rembourser
pour payer les salariés qui sont malades. Et une grande partie de cette dépense est faite sur des maladies de courte durée. Et c'est peut-être ça qui est la piste dans un contexte où ça devient acceptable. Qu'est-ce que ça change? Ça change qu'il y a de l'argent qui serait dans ce cas-là rerouté vers les EHPAD, parce que le point principal de une des leçons qu'on pourrait tirer de la situation en France, c'est que les EHPAD ont terriblement souffert et qu'ils ne sont pas à la hauteur. Peut-être ça peut aller en faveur de l'équipement hospitalier. Donc, pour les entrepreneurs, c'est des opportunités avec du software, avec des choses qui ont montré des grandes défaillances. Je vous rappelle que le taux d'équipement en France en matière de scanner est très, très faible pour des raisons d'économie. Donc, c'est des raisons d'économie parce que, justement, une grosse partie de l'argent était dans l'assurance maladie au lieu d'être dans les soins. Et ce n'est pas complètement neutre, puisque dans le cas du Covid, le scanner du poumon, c'est une bonne façon de diagnostiquer. Et le software, vous voyez les problèmes qu'a eu la France à donner des chiffres. Alors, ce n'est pas que la France, mais en tout cas, aujourd'hui, par exemple, la France n'est pas capable de faire de la recherche sur tous les dossiers médicaux des malades pour essayer de trouver des pistes, contrairement à ce qui se passe en Angleterre ou en Allemagne. Éventuellement, on peut imaginer qu'il y a des pistes pour les entrepreneurs qui peuvent avoir l'intérêt. C'est dans le fait de la réorganisation, notamment ce qui risque d'être remis en cause, et on ne sait pas dans quelle direction ça va aller, c'est le rôle des agences régionales de santé. Et du coup, pour les entrepreneurs qui travaillent dans le milieu de la santé, savoir si on a un décideur, une agence régionale ou quelque chose de national, ça va être encore un nouveau changement. Mais ça, je vois un enseignement pour les entrepreneurs, parce que la question des ARS, c'est la question de la mise en silo de son entreprise, c'est-à-dire d'avoir finalement des agences qui sont en compétition les unes avec les autres et qui peuvent essayer de ménager leurs chiffres, même si ça a un impact sur le chiffre d'à côté. C'est le problème de votre filiale France qui surfacture vos clients anglais parce que ça lui fait du profit, et pas grave si ça détériore l'image de l'entreprise auprès des clients anglais, puisque ce n'est pas dans son compte de résultat. En conclusion, la prévision est toujours fausse, la vôtre. Ce n'est pas seulement celle qu'on a pu voir, c'est la vôtre va être fausse. Faites attention aux biais de décision. On en a vu un qui était celui des courbes. On n'arrive pas à savoir avec des courbes qu'est-ce que ça donne. On est toujours très désarmé face à ça. Les inerties, c'est le sujet de prendre une décision plutôt que d'imaginer une non-décision. Et dans tout ce qui va se passer là, ça va vous demander avant tout de l'agilité, mais ça tombe bien, les entrepreneurs en ont toujours plus que les grandes entreprises. Merci Jean-Christophe. Ceci clôt notre chronique hebdomadaire. Donc, merci à Joe, merci à Tristan, merci à Grégoire, Clotilde et Jean-Christophe d'avoir partagé avec nous ces quelques minutes d'intelligence. Si vous avez aimé, vous voulez revoir éventuellement, vous trouverez dès ce week-end sur LinkedIn et sur YouTube la rediffusion. Si vous voulez commenter sur LinkedIn en disant tout le bien que vous en pensez, on a bien compris que c'était ça le point clé de la viralité. Donc, je m'attends quand même à quelques centaines de commentaires élogieux, j'espère. J'espère que le message est bien passé. Disons, on a fait tout ce qu'il fallait pour. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine et nous vous préviendrons parce qu'il y aura peut-être un changement d'horaire pour la semaine prochaine ou les semaines suivantes. Nous allons réunir dans un Tipeee enfumé les nombreux cerveaux qui travaillent à faire de cette chronique votre rendez-vous préféré de la semaine pour essayer de voir si nous allons le décaler en termes d'horaire. Mais soyez certains que nous serons de retour la semaine prochaine. Merci également Eugénie pour non seulement la réalisation de cet épisode, mais aussi bien entendu sur ces fort jolies courbes. Et puis si tu peux m'expliquer ce qu'est une dérivée, ce sera parfait. Prenons rendez-vous pour quelque part dans ce week-end. À très bientôt.